Quelles sont les choses que tu ne t'autorises pas à faire en tant que coach? Je trouve par contre que être entrepreneur ou entrepreneuse, c'est quand même le moyen, en tout cas à titre personnel, que j'ai trouvé pour être la plus libre de mes choix et la plus libre de mes contraintes. 3 ans, c'est suffisamment loin pour avoir de l'ambition et voir grand, et c'est suffisamment rapproché pour que ce soit engageant et réaliste. Bonjour à tous, bienvenue dans La Capsule, donc votre podcast dédié à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, donc j'accueille Rebecca, qui est une entrepreneuse, coach pour femmes entrepreneuses, qui fait ça depuis maintenant un certain nombre d'années. Rebecca, c'est une personne qui est toujours pleine de vie. Et aujourd'hui, je suis très content de l'accueillir dans mon podcast. Donc, bonjour Rebecca. Hello, merci de m'accueillir, ça me fait trop plaisir. Ça me fait également plaisir. Je te propose qu'on rentre donc vite dans le vif du sujet et donc de structurer l'entretien, donc l'interview de la manière suivante. On commence par ton parcours et assez rapidement, on bascule sur le cœur du sujet de ce podcast qui est l'entrepreneuriat. Allons-y. C'est parti, je te laisse te présenter, nous dire qui est Rebecca. Oh là là, qui est Rebecca aujourd'hui ou comment je suis arrivée jusque-là? Comment t'es arrivée jusque-là? Ok, parce qu'il s'est passé plein de choses. Comment je suis arrivée jusque-là? Mon histoire, c'est que depuis toute petite, c'est très important pour moi de m'épanouir dans ma vie et donc dans mon travail. Sauf que je ne savais pas ce que je voulais faire comme travail et donc ça m'a beaucoup pesé. J'étais obnubilée par ça à une époque où tout le monde s'en fichait et pensait à bien d'autres choses. Et du coup... je me suis investie énormément, j'ai surtravaillé, je me suis épuisée dans le travail, mais sans trouver de passion vraiment à ce que je faisais pendant très longtemps. Et puis petit à petit, j'ai réussi à trouver des passions pour l'entrepreneuriat social, pour l'éducation, pour le développement personnel et professionnel et pour l'égalité des genres. Et j'ai essayé petit à petit d'intégrer ça dans ma vie, d'intégrer ça dans mon travail, d'abord à travers des associations que j'ai cofondées, ensuite à travers mes premiers stages et premiers jobs, et puis ensuite en tant qu'entrepreneuse. Et qu'est-ce que je peux te dire de plus en étant synthétique La santé, c'est pas toujours facile sur la partie parcours. Justement, que j'ai un profil multipotentiel et que j'aime bien concilier mes différentes passions, mes différents métiers. Et donc aujourd'hui, je concilie mes différentes casquettes d'accompagnement, qui sont ma casquette de coach, de formatrice, de facilitatrice, de conférencière, d'autrice, d'animatrice, et puis on va s'arrêter là sur les métiers en trice, mais il pourrait y en avoir plein d'autres, animatrice de communauté aussi. Et aujourd'hui, avec mon projet Girls for Change, on accompagne et on rassemble du coup des entrepreneuses, surtout du secteur de l'accompagnement, pour les aider à développer un projet qui soit à la fois épanouissant, utile aux autres et rémunérateur, sans qu'elles aient à sacrifier leur vie perso à côté, et au contraire pour que ce business soit au service d'une vie libre, épanouissante et puis équilibrée. Ok, génial. En tout cas, le pitch est très bien travaillé, il est au point. Je suis coach en pitch aussi. En entreprise. Non mais génial, donc plusieurs casquettes, une démarche entrepreneuriale qui a commencé avant même, j'ai envie de dire, que ce soit une activité rémunératrice. Tout à fait. L'entrepreneuriat pour toi. Peut-être qu'on va aller se focaliser sur j'ai envie de dire, ce déclic, la chose qui t'a fait dire « Ok, je veux être entrepreneuse à mon compte et lancer mon activité ». Il y en a eu plein, mais je me souviens très bien, je t'ai dit que j'avais pas de passion pendant très longtemps. J'aimais quand même les gens et j'aimais quand même la danse, donc j'en avais quand même quelques-unes, mais pas dans la sphère, on va dire, ce que j'aspirais à faire pour mon taf. Et le déclic, ça a été de m'engager dans des associations, en fait. Et dans les associations, en étant étudiante, j'ai pris des responsabilités et j'ai aimé justement créer des projets jusqu'à ce que j'ai co-créé une première asso, une deuxième asso, une troisième asso. Et j'ai vu que j'aimais cette posture entrepreneuriale, de créer un projet de A à Z avec une équipe. C'est quelque chose qui m'a vraiment permis à la fois de m'épanouir, de me sentir hyper utile, d'atteindre des ambitions que je pensais impossibles grâce à une équipe, et c'était hyper stimulant. Et en parallèle de ça, j'avais des expériences dans le milieu plutôt entreprise, salarié, et j'allais de déconvenu en déconvenu. Pas sur le fond, j'aimais les sujets d'éducation, j'aimais les sujets sur lesquels je travaillais, mais j'ai été confrontée à plusieurs
maux qui existent dans le travail, que ce soit des problèmes de management, que ce soit des problèmes de poussée au burn-out, que ce soit des problèmes de harcèlement moral, que ce soit des problèmes de sexisme. Et en fait, c'est des traumas qui m'ont beaucoup pesé. J'ai essayé au début d'être dans une démarche d'intrapreneuse, donc j'ai commencé ma carrière en étant intrapreneuse. J'ai eu des expériences très 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 enrichissantes, notamment en accompagnant les premiers pas d'entrepreneurs du changement dans la startup sociale Ticket for Change et puis dans l'incubateur de l'école de commerce ESCP Europe. Et en même temps, il y a des choses qui m'ont pas convenu. J'ai essayé de changer les choses de l'intérieur. Ça s'est en partie transformé. J'ai été entendue, il y a eu des progrès, etc. Mais pour moi, c'était pas assez rapide, c'était pas assez... En fait, j'étais pas... Ces expériences m'ont appris que j'avais besoin de changements plus rapides et que j'avais besoin d'être plus rapidement dans ma zone de génie et pas de me suradapter aux besoins d'une entreprise sans être toujours d'accord avec la stratégie qui était menée et sans être toujours d'accord avec les méthodes de management qui m'empêchaient parfois de contribuer au mieux en fait au projet de l'entreprise. Et donc du coup, forte de cette aspiration à entreprendre que j'ai découverte en créant des assos et forte aussi de ces désillusions en entreprise, j'ai eu envie de me lancer. Et puis j'ai eu un gros problème avec mon ancien boss qui a fait que d'une pierre deux coups, j'ai arrêté mon travail du jour au lendemain. Okay. Et je me suis lancée du coup le 1er novembre 2017 à mon compte pour faire à mon compte ce que je faisais déjà là-bas. J'avais pas d'idée forcément claire, mais et je pensais justement, à partir du moment où j'ai su que je voulais entreprendre, j'ai fait un master en entrepreneuriat dans mon école à Dauphine. J'ai aimé, c'est la première fois de mes études que j'aimais ce que j'apprenais. Okay. Alléluia. Et dans ce master-là, ils nous disaient tous le meilleur moment pour entreprendre, c'est maintenant, quand vous êtes jeune, quand vous finissez vos études. Moi, j'étais convaincue du contraire. Je ne pense pas qu'il y ait de vérité générale. Je ne pense pas que ce soit bien pour tout le monde de commencer à tel âge. Moi, j'ai senti que j'avais besoin de confiance, de réseau, d'expérience, d'accompagnement, ce que j'ai été chercher, Et ensuite, quand j'ai senti que j'avais le chômage, que j'avais confiance, que j'avais appris à m'auto-manager, à avoir de la discipline, que j'avais déjà eu des missions en parallèle de mon travail salarié où je gérais des projets de 30 000 € avec des équipes de 10 personnes, que je voyais que je savais générer des revenus, que je savais gérer des équipes, que je savais générer des projets. Je me suis sentie capable de le faire à plein temps et je me suis lancée. Donc c'est un peu les déclics qui ont été marquants pour moi. Okay. Et en plus des déclics, c'est important de se dire que parfois c'est pas pour les raisons... Attends, je sais pas comment se retransfère ça en français, mais les raisons pour lesquelles je continue d'être entrepreneuse aujourd'hui sont pas les mêmes raisons pour lesquelles je me suis lancée au début. Okay. Et ça, c'est hyper important de s'actualiser au sein de l'entrepreneuriat parce qu'on n'a pas toujours les mêmes motivations, parce qu'on découvre aussi des choses en cours de route. Ouais, c'est sûr. De la même façon parfois on connaît beaucoup plus facilement les contraintes du salariat et on idéalise beaucoup plus l'entrepreneuriat. Et c'est parfois en faisant qu'on découvre aussi que « Ah, mais j'ai pas de congé payé. Ah, et si je suis malade. Ah, et s'il y a un Covid. Ah, et si il se passe tout ça. Est-ce que je suis toujours OK d'être entrepreneuse? Est-ce que ça me convient toujours ou pas ?» Et c'est toujours bienvenu de changer de direction. C'est pas la seule voie pour s'épanouir dans son travail que d'être entrepreneur. Déjà, le premier message que je retiens, c'est que pour les personnes justement qui regarderaient ce podcast et qui se posent la question de j'ai envie de lancer quelque chose, je ne sais pas quand je dois le faire, comment, etc. Il y a déjà un côté où il ne faut pas se forcer. De ce que je retiens, c'est on le sent, ou alors il y a des déclics, il y a des événements qui font qu'à ce moment-là, on considère que c'est le bon moment pour se lancer, mais il n'y a pas besoin d'être dans un côté idéalisation de l'entrepreneuriat, parce que c'est vrai que maintenant on en parle beaucoup plus, il y a quelques années on en parlait moins. Il y a forcément ce côté un peu c'est sexy d'être entrepreneur ou entrepreneuse. On me le dit souvent, ouais. Et donc en fait il faut le vouloir et enfin être sûr, on va dire ça, et pas se forcer. Oui, bien sûr. Je pense qu'il y a une idéalisation vraiment de l'entrepreneuriat comme la toute-puissance, la toute-liberté. Pour être bien dans mon travail, il faut que j'entreprenne. Non, ce n'est pas la seule solution, ce n'est pas la solution pour tout le monde, ce n'est pas la solution tout le temps. Et ça, c'est hyper important de ne pas rentrer dans cette vision idéalisée.
Tout comme quand on est entrepreneur, de ne pas rentrer dans la vision idéalisée de « Ah, c'est tellement bien d'être salarié, on est payé quoi qu'on fasse, nanana. » Oui, bah, derrière, tu as aussi des choses que tu ne décides pas, etc. Donc c'est comme tout, en fait. Les choix responsables, c'est on choisit en conscience et on accepte les conséquences désagréables de ces choix. Et ça, c'est hyper important. Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui est, pour moi, être entrepreneur, c'est pas être libre, c'est choisir ses contraintes. J'ai l'impression que en tout cas, c'est assez représentatif de la vie d'un entrepreneur. Ouais, bah, c'est exactement le thème de ma dernière conférence que je donnais au tiers-lieu du Cube en innovation pédagogique. Donc oui, c'est tout à fait ça. Et surtout, on voit souvent la liberté de l'entrepreneuriat. Faut comprendre aussi qu'il y a toute la responsabilité qui va avec. Complètement. Et que, par ailleurs, je trouve par contre que être entrepreneur ou entrepreneuse, c'est quand même le moyen, en tout cas à titre personnel, que j'ai trouvé pour être la plus libre de mes choix et la plus libre de mes contraintes. Donc c'est pas la meilleure façon de, mais pour moi aujourd'hui, ça a été la voie qui m'a permis de nourrir le mieux possible ma valeur de liberté, pour sûr. Mais j'ai rarement eu autant de responsabilités, de choix à faire, de charge mentale. Voilà, c'est aussi le pendant. Et parfois, il y a des moments où je me dis, ça fait beaucoup. Et parfois, je me repose la question de, est-ce que je reprendrai pas des missions en freelance ou à mi-temps ou d'être salarié à nouveau? Et je pense que c'est des questions saines et qui sont extrêmement tabous dans l'entrepreneuriat parce qu'on a tendance à l'associer à de l'échec. Mais l'échec, pour moi, c'est pas ça. L'échec, c'est de pas s'écouter. L'échec, c'est de s'obstiner dans une direction qui n'est plus juste pour soi. Et c'est pour ça que j'accompagne la réinvention des entrepreneuses, que ce soit de passer un nouveau palier d'entrepreneuriat, de changer son business pour se sentir plus aligné, mais parfois pour revenir au salariat. Donc c'est l'écologie de la personne qui compte, c'est la finalité de s'épanouir dans son travail, de pouvoir vivre confortablement de ses activités, de pouvoir avoir un job utile, ça c'est la finalité. Ensuite, le moyen d'y arriver, il est varié. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus libres en étant salariées qu'en étant entrepreneuses. Il y a des personnes qui sont beaucoup plus libres à des moments de leur vie d'être entrepreneuse que d'être salariée, mais ça peut changer à une autre étape. Et c'est surtout très très important d'apprendre à se réinventer et à trouver le modèle de travail qui nous correspond à chaque instant. Ok. Et donc, ça t'est arrivé d'accompagner des personnes qui ont fait le passage inverse de l'entrepreneuriat vers le salariat? Ouais. Moi, j'accompagne des personnes à faire ce qui est juste pour elles, à s'épanouir dans leur travail, à gagner leur vie, à s'autonomiser aussi, c'est une cause importante pour les femmes, par le travail, et à contribuer positivement à la société. Et ça peut passer par l'entrepreneuriat ou ça peut passer par le salariat. Moi, je décide de me focaliser sur l'entrepreneuriat parce que je trouve que c'est une source de liberté, d'empowerment, et qu'il y a un vrai sujet au niveau des femmes, parce que 70% des femmes, selon une étude, estiment que l'entrepreneuriat est une opportunité de carrière exceptionnelle, mais seulement 6% se lancent vraiment et passent à l'action. Donc il y a un vrai gap, un vrai fossé entre les intentions, la réalité, et c'est pour ça que j'ai aussi envie de contribuer auprès des femmes et de l'égalité des chances et des opportunités pour chacune. Ok. Bah, génial. On reviendra de toute façon justement sur l'accompagnement que tu proposes et surtout l'offre que tu as développée. J'ai aucun doute là-dessus. Même si je ne suis pas la cible de clients, je n'ai aucun doute là-dessus. Merci. Et surtout, oui, donc, comment l'offre a évolué. Mais ce qui m'intéresse, c'est de dire, quelle a été la première offre que tu as commencé à proposer, justement ce 1er novembre 2017, si je ne dis pas de bêtises. Bien joué. À tes clientes et comment tu t'es dit je vais proposer ça à mes clientes, je vais proposer un accompagnement, je vais fixer un prix, comment tout ça se passe? Oh, ça me rappelle des bons souvenirs. 1er novembre 2017. C'était un jour férié. C'était férié. Je te jure. Du coup, maintenant, je fête mes anniversaires toujours, anniversaire de boîte, un jour férié, 1er novembre. Et 1er mai, les 6 mois. Donc, férié, c'est bien de célébrer. C'est efficace. Voilà. Non, mais c'est important de célébrer les étapes. Et c'est ce qui permet de durer aussi. Donc, la première offre que j'ai eue, moi, j'ai une personnalité qui, quand elle fait ce qu'elle aime, elle attire des opportunités. Et donc, quand j'en attire pas, je peux me poser des questions sur est-ce que tu fais vraiment ce que tu aimes, ma chérie? Et donc, en fait, c'était un moment où donc, j'ai arrêté mon travail salarié. J'avais prévu d'entreprendre, mais plutôt 2 mois plus tard.
Et je commençais une formation, une certification de coaching et formation par la neurosciences motivationnelle. Et j'ai une connaissance à qui je partageais que j'étais en train de me reconvertir dans le coaching et qui me disait ah bah c'est marrant parce que moi je voulais prendre une coach. J'ai retenu que c'est elle qui m'a demandé, mais elle a retenu que c'est moi qui lui ai demandé. En tout cas, on s'est dit, et si on faisait pas un truc ensemble? Et ça a été ma première cliente. Et donc, je l'ai accompagnée dans sa reconversion professionnelle. Donc, ma toute première offre, c'était d'accompagner les personnes en quête de sens professionnel à se réinventer, à se reconvertir. Donc ça, c'était vraiment ma première offre qui ne sortait pas de nulle part. J'étais déjà, moi, passionnée par ces questions de quête de sens depuis... Ouais. Enfin, j'avais seulement je sais pas quel âge, 25 ans peut-être. Mais je m'étais déjà réinventée, posé 1000 questions. Enfin, c'est quelque chose depuis toute petite où c'est... Il y a des gens, ils se réveillent à 40 ans ou à 70 ans et ça leur convient. Et moi, déjà, depuis à 10 ans, je t'en mode, alors Donc voilà. Première cliente, elle est arrivée en fait sur quelque chose que tu n'avais pas vendu. Complètement. Et ça m'arrive très souvent. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de mes expertises, il y a beaucoup de mes offres qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire quelqu'un qui voit du potentiel en moi et qui me sollicite sur un sujet, une offre. C'est comme ça que j'ai commencé à donner des conférences, c'est comme ça que j'ai commencé à donner des formations, c'est comme ça que j'ai commencé à coacher, je voulais, mais on va dire que... Ou un livre, j'ai coécrit un livre, je l'avais mis à un moment dans mes projets de un jour, et puis ça arrivait. Donc c'est une rencontre entre une intention qui est posée plus ou moins consciente de j'aimerais faire ça, ouais. Et une proposition de l'extérieur qui vient rencontrer mon envie à un moment opportun. Et ce qui est rigolo, c'est que cette première offre, elle m'a suivie vraiment tout au long de ma carrière. Ça a été une offre que j'ai réinventée beaucoup, notamment au moment du Covid, où j'ai créé finalement un programme en ligne pour accompagner les transitions professionnelles, la quête de sens au travail. Et puis ensuite, c'est devenu pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis là, je suis dans un pivot stratégique justement pour être totalement transparente, de me dire j'ai beaucoup d'offres, j'ai beaucoup de cibles, je suis fatiguée, je frôle l'épuisement parfois, je perds mon énergie. Qu'est-ce que je fais plus? Qu'est-ce que j'arrête? Qu'est-ce que je continue? Et je pense qu'il y a une loyauté à ce programme de cœur que j'aime, dont les clients sont satisfaites, qui me questionnent. Et où en ce moment je me recentre plutôt sur les entrepreneuses et donc pas forcément sur les salariés qui veulent se reconvertir ou même les salariés qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Okay. Mais c'est en cours de réflexion avec mon propre coach. Mais je sens qu'il y a aussi cette loyauté et ce choix du cœur, j'ai commencé avec ça, j'aime ça, etc. Et en même temps, entreprendre, c'est aussi savoir lâcher. Ouais. Certaines choses, parce que quand ça fait 6 ans que j'ai ma boîte, en fait, d'ajouter, parce que j'ai beaucoup d'intérêt, j'ai beaucoup de compétences aussi, je suis très polyvalente et c'est une force. Et en même temps, au bout d'un moment, le risque, c'est aussi de se disperser, perdre son énergie, s'épuiser, se décourager, mais aussi, au-delà de ça, de plus être identifié, en fait, sur la cible, sur ce que je propose. Et là, simplement, le fait de vraiment préciser sur mon Instagram, mon site internet, de vraiment utiliser le mot entrepreneuse, de vraiment utiliser aussi plus récemment le fait que je m'adresse surtout aux entrepreneuses du secteur de l'accompagnement, ça précise, et donc du coup les personnes sont plus dans le flou en mode est-ce que ça s'adresse à moi ou pas, et ça c'est quelque chose aussi qui est recommandé beaucoup pour les entrepreneurs, de se nicher, d'avoir une cible précise, de savoir à qui on s'adresse, de savoir aussi repousser les personnes auxquelles on ne s'adresse pas pour pouvoir vraiment toucher son cœur de cible, etc. Et en même temps, moi, c'est pas toujours ce que j'ai fait. Ça m'a réussi aussi de ne pas le faire. Donc, moi, j'ai vraiment un message en accompagnement à l'entrepreneuriat. C'est bien sûr de pas réinventer la roue, essayer de tout refaire seul. C'est très important de s'appuyer sur des stratégies, des méthodes qui fonctionnent, de s'entourer de mentors, de coachs, de formateurs pour accélérer les choses, utiliser les méthodes qui fonctionnent. Et en même temps, attention de ne pas vouloir répliquer ce qui fonctionne pour les autres pour soi, parce qu'en fait, c'est le plus gros écueil de l'entrepreneuriat. Et moi, je suis en train de sortir là de ça encore une fois, parce que, en fait, à force d'essayer plein de choses, je vois ce qui fonctionne pour moi, ce qui fonctionne pas, mais toujours repartir de moi, qu'est-ce que je veux? Moi, c'est quoi mes forces? Moi, comment j'aime communiquer? Comment j'aime vendre? Et en fait, c'est un travail qui n'est pas évident, surtout quand on ne sent pas les fruits de son travail immédiatement. Et c'est aussi super important de se laisser le temps de planter des graines, récolter les fruits, et pas de tester un truc et d'arrêter au bout d'une semaine ou un mois.
au moins 3 mois, sur une période de 3 mois, tester des choses, faire le bilan au bout de 3 mois, et puis ensuite bifurquer et tester d'autres choses, du test and learn. C'est aussi à la base de l'entrepreneuriat, mais se laisser le temps de faire les choses à sa façon, de voir qu'est-ce qui nous plaît, ce qu'on aime faire, c'est très 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 important. C'est pas toujours intuitif et ça peut paraître simple de le dire comme ça. Moi, je suis dans une phase où j'essaie vraiment de sortir de mais c'est ça qui fonctionne et j'ai appris ça. Et puis c'est ça qui fonctionnait dans le passé, encore une fois, loyauté. Ou prudence aussi, bah, ça fonctionne. Donc si j'arrête de faire ce qui fonctionne, je risque de tout perdre. Là, je suis dans un pivot où je me dis, je change plein de trucs, mais ça marchait quand même pas mal avant, j'aimais pas mal. Mais de la même façon, si je m'étais dit ça en étant salarié, bah, j'aimais bien mon job, j'étais bien payée, j'aimais ce que je faisais au quotidien, j'aimais la finalité de ce que je faisais. Globalement, j'aimais bien. Mais c'est plus facile de lâcher un truc qui va bien, et parce qu'on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on gagne à la place. Donc, hyper important aussi de se rappeler, ok, qu'est-ce que j'aime vraiment faire, et ce qu'on aime, ça peut changer, et ce qu'on a envie d'apprendre, ça peut changer. Et ensuite, il y a toujours la possibilité de déléguer aussi les pans de son business qu'on ne peut pas gérer soi-même. Et surtout, ce que je suis en train d'apprendre grâce à mon coach en ce moment, c'est quelque chose dans laquelle j'ai beaucoup de mal, moi, c'est de prendre le temps. J'ai tendance à beaucoup me presser dans le court terme, à vouloir générer des revenus immédiatement. J'ai pris une activité qui nécessitait zéro investissement pour me lancer direct, avoir des clients directs, faire des ventes directes, et c'est très cool. Et en même temps, c'est possible en fait de s'appuyer sur une vision ambitieuse, mais de se laisser le temps de ne pas tout faire en même temps et de se dire ok, bon, bah, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, je veux aller là. Du coup, là, en fait, le projet dans cette année, ce trimestre, ce mois, cette semaine, aujourd'hui, c'est ça. Et moi, j'ai beaucoup de mal, je sais pas si j'ai beaucoup de mal, mais en tout cas, j'ai tendance à me presser. Et en ce moment, j'apprends vraiment à avoir conscience du temps que prennent les choses. Et à prendre le temps de faire les choses les unes après les autres en confiance que ça va venir et que c'est pas parce que là tout de suite ou demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain c'est pas tout de suite réalisé que ça veut pas dire que ça va pas être le cas dans 1 an, dans 10 ans, etc. Et ça c'est hyper important, je trouve, dans l'entrepreneuriat, c'est d'avoir une vision entrepreneuriale la plus claire, motivante possible pour être suffisamment motivé pour dépasser les contraintes à court terme, parce que ça demande aussi beaucoup d'efforts et d'engagement et beaucoup de décisions. Et ces décisions, elles gagnent à être prises en fonction d'une vision claire et pas forcément de que sur l'instant. Donc ça aide énormément. Et aujourd'hui, tu as une vision, tu dirais que tu as une vision à quel horizon de temps? Je suis en train d'actualiser ma vision en ce moment. C'est pour ça que j'ai pris un coach. Je m'appuie beaucoup sur une ressource qui s'appelle Vivid Vision. Il y a une conférence TEDx intéressante qui s'appelle Why Does Your Vision Statement Sucks? Un truc comme ça. Why Does Your Vision Statement Suck? Et justement, je suis en train de travailler sur une autre approche de la vision à 3 ans, qui est une approche que je trouve intéressante. Mais je le faisais à l'année ou aux 5 ans. 3 ans, c'est suffisamment loin pour avoir de l'ambition et voir grand, et c'est suffisamment rapproché pour que ce soit engageant et réaliste. Et donc là, je suis en train de travailler dessus. J'ai de plus en plus de clarté. C'est pas l'exercice qui est le plus simple pour moi. C'est d'habitude, par le passé, je m'associais avec d'autres gens qui étaient plus en charge de ça. Maintenant, c'est aussi quelque chose que j'ai envie de développer. Mais moi, je suis à la fois très prudente, et donc je vais parfois avoir trop petit, aussi parce que comme j'ai été sujette à de l'épuisement professionnel, etc., j'ai tendance à avoir peur de me réépuiser. Donc du coup, je dis attention. Donc parfois, j'ai tendance à avoir trop petit. C'est aussi pour ça que je prends un coach. Et puis parfois, je peux avoir tendance à avoir trop grand. Et justement à m'épuiser, et justement à pas me laisser le temps d'y aller, et justement à plus y croire aussi. Donc c'est important, je trouve, d'avoir cet équilibre entre... c'est de l'ambition réaliste, en fait. Et qu'est-ce que tu mets dans cette vision? C'est des indicateurs, c'est quoi, de financiers, qualité de vie, peut-être des projets que tu veux construire, une équipe que tu veux construire. Maintenant, tu as le club, donc peut-être c'est des ambitions pour le club. Parce qu'en plus, tu as beaucoup d'offres, de ce que je comprends. Quand tu parles de vision, est-ce que tu l'appliques à toi-même? Est-ce que tu l'appliques à différentes offres? Comment tu construis tout ça? Alors, il y a plusieurs approches. Moi, l'approche que je prends, déjà, c'est de partir de ma vie personnelle.
parce que je veux que mon travail soit au service de ma vie idéale. Et donc, je pars aussi de comment est-ce que je peux mettre mon business au service de mes aspirations profondes. Donc, j'ai commencé par mes aspirations personnelles. Ça a créé des gros questionnements pour moi à titre de femme dans la trentaine de mais dans 3 ans, est-ce que je serai en couple? Est-ce que je serai mariée? Est-ce que j'aurai des enfants? Et là, j'ai pleuré. Donc, c'est vrai que c'est des sujets importants. C'est des sujets hyper importants et qui m'ont aidé à comprendre pourquoi est-ce que je suis dans un pivot aussi stratégique. C'est pas pareil pour moi de me lancer en tant qu'entrepreneuse, de réussir à me payer que de réussir à financer une vie de famille, de réussir à libérer du temps pour pouvoir être présente, etc. Donc c'est des gros sujets. Et c'est des gros sujets en particulier pour les femmes qui portent les enfants, qui ont globalement une grosse partie de la charge mentale, etc. Et une grosse partie pour les femmes entrepreneuses qui sont peu accompagnées sur le sujet, qui sont parfois moins aidées financièrement, qui n'ont pas de congé maternité forcément, etc. Et dont la boîte repose beaucoup sur elles, notamment pour les solopreneuses. Ouais. Donc j'ai compris pourquoi c'était si un sujet, si un pivot stratégique pour moi de changer mon modèle économique pour pouvoir me permettre en fait d'avoir une vie familiale sans de pouvoir entreprendre sans sacrifier mes aspirations personnelles. Donc la première chose, c'est de partir de ces aspirations personnelles pour pouvoir orienter son business en fonction. La deuxième chose, c'est d'écrire cette vision au présent comme si c'était déjà là. Ça, c'est hyper important. Et de se challenger, c'est important que ça nous fasse un peu flipper. Okay. La troisième chose, c'est effectivement d'aller dans les détails. Donc vraiment à quoi je veux contribuer, concrètement comment ça se passe, quel est mon rôle dans mon organisation, quelle est mon équipe, comment elle fonctionne, quels sont les tarifs, quels sont les leviers d'acquisition, comment est-ce que je communique, comment est-ce que je vends, comment est-ce que je travaille, quel est mon environnement de travail. On peut aller dans tous ces détails, il y en a beaucoup, en fonction de ce qui nous parle aussi. Et moi en particulier, une des questions qui est, et tu l'as très bien mentionné, c'est la question du nombre d'offres. C'est lié aussi à mes aspirations multiples, au fait d'être slasheuse multipotentielle, atypique. J'ai beaucoup d'envie, beaucoup de compétences, je cherche à beaucoup concilier. Et en même temps, force est de constater que j'ai besoin de préserver mon énergie et ma santé physique et mentale. Et donc en ce moment, je réduis mon nombre d'offres. Et j'essaye surtout de rassembler en fait les choses et de créer des liens, et ça marche plutôt bien. Okay. Donc là, dans l'absolu, j'ai 3-4 offres. Et en même temps, c'est normal qu'en développant son entreprise, il y ait des offres. Mais juste prendre le temps de les faire les unes après les autres et de les consolider potentiellement. Et ces offres, tu m'avais dit, c'est plutôt des offres qui se sont développées, entre guillemets, sans que tu les proposais toi-même. C'est plutôt des choses qui sont venues à toi, des demandes qui sont venues à toi qui fait que tu as créé ces offres-là. Ou c'est une réflexion, tu avais une offre pour X raisons, soit ton business marchait bien mais tu avais envie de tenter autre chose, ou peut-être ça marchait pas assez en termes de revenus et tu as voulu donc diversifier tes revenus. Exact, tout ça. C'est vrai, c'est important de le dire aussi. Si je suis dispersée, c'est pas que parce que j'aime plein de trucs, c'est aussi parce que parfois ce que je proposais, je trouvais pas assez de clients, j'avais pas assez de chiffre d'affaires par rapport à mes ambitions, et donc j'ai testé d'autres choses, effectivement. C'est pas que par désir, c'est aussi parfois, c'est toujours choisi, mais c'est pas toujours. Si j'avais pu générer autant de chiffre d'affaires que je voulais sur une offre ou deux, sur moins d'offres, je l'aurais peut-être fait. Une offre ou deux, je sais pas, mais voilà. Et donc, oui, les offres sont beaucoup venues à moi. Après, le travail. Et ça dépend de différents types de personnes. Notamment, certains outils de psychologie peuvent aider à cerner justement sa personnalité en s'observant. Le Human Design, l'Ennéagramme, le MBTI, etc. C'est des outils qui peuvent... Ces archétypes financiers aussi. Bref, plein d'outils de personnalité qui peuvent aider à comprendre sa relation à l'argent, au business, à la communication, etc. Et donc moi, oui, il y a beaucoup de... En fait, mon job, c'est de faire ce que j'aime. Et du coup, d'attirer des opportunités. Ça peut paraître simple, dit comme ça, et vraiment chouette comme type de personnalité. Et en même temps, ça nécessite de savoir ce que j'aime, et donc de bien me connaître, ce qui est aussi une de mes forces et ce que j'accompagne aussi. Mais donc en fait, la force d'un business en entrepreneuriat, c'est aussi de bien se connaître. Pour savoir quelles sont mes forces. J'ai vu sur un autre podcast que tu avais mis, et j'ai trouvé ça très chouette, de rester dans de connaître sa zone de talent, sa zone de génie, et ça c'est hyper important, et de l'actualiser, et de renforcer sa zone de talent. Ouais, c'est un entrepreneur que j'ai appelé, c'était même pas lors d'un podcast, c'était un entrepreneur que j'appelle
parce que je suis dans une période où je valide certaines idées de business que j'ai. Donc, qui a pas mal d'expérience, il a, je pense, plus de 20 ans d'expérience, il a monté des boîtes. Et effectivement, c'était le premier conseil qu'il m'a donné, oui, je l'ai publié sur Insta, qui me dit le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de trouver ta zone de génie et ensuite d'aller chercher des personnes qui sont complémentaires à toi, pas similaires, vraiment complémentaires pour en faire une force et monter quelque chose. Ouais, bah, ça m'a beaucoup parlé. Allez suivre son compte Instagram. Vraiment inspirant. En plus, tu as parlé de la zone de génie juste avant, quand tu l'as mentionné. Mais c'est en fait, parfois, pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est important de revenir aux fondamentaux. Et vraiment, quand on entend dire oui, reviens à ce que tu aimes, moi, littéralement, c'est ce que me dit mon coach en ce moment. Je le paye pour me dire, fais ce que t'aimes, tu vois. Ouais. Et moi, je le dis à mes clientes, tu vois. Mais en fait, il y a des moments où, pour plein de raisons, X ou Y en fonction de chacun, mais par dispersion, par tellement de choses auxquelles penser, par l'influence, les injonctions, ce qui a marché avant, ce que j'aimais avant, mais qu'en fait ça a changé maintenant, par plein de trucs, en fait il y a besoin de faire le point et de revenir aux fondamentaux. Travailler sur ma vision, travailler sur mon client idéal, travailler sur mon positionnement, travailler sur ma stratégie marketing, travailler sur la vente, tout ça je l'ai déjà fait, et je l'ai déjà fait plusieurs fois. Et je suis actuellement dans une phase de coaching où je me fais coacher sur la même chose. Donc j'investis pour refaire des choses que j'ai déjà faites. Et ça demande beaucoup d'humilité. Et c'est aussi, je pense, une des clés pour durer, c'est d'avoir l'humilité et la persévérance, de repasser par les fondamentaux de l'entrepreneuriat, parce que c'est des sujets à aborder tout le temps. Savoir qui est sa cible, quels sont ses besoins, quelles sont ses aspirations, quelles sont ses peurs, comment est-ce qu'elle se sent touchée, comment est-ce qu'elle achète. Tout ça, en fait, on peut toujours approfondir, on peut toujours s'actualiser, et encore plus si on change soi. Si la dynamique du monde change, on a besoin de s'adapter sans se suradapter. Et ça, c'est aussi tout l'équilibre de l'entrepreneuriat. Savoir s'adapter aux besoins des clients, tout en restant dans moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire, quelles sont mes aspirations, sans se suradapter, ni d'un côté ni de l'autre, de « ah bah ils veulent ça » ou « ils sont pas contents donc il faut que… » Non, en fait, c'est peut-être pas ma cible, ou c'est peut-être pas moi ce que je veux, ou c'est peut-être pas… Donc c'est trouver cet équilibre de remise en question, cet équilibre d'écoute de soi, des autres, et revenir aux fondamentaux régulièrement, et savoir à quel fondamental revenir, pas toujours tout remettre en question et pas être toujours que dans la réflexion. C'est très important de passer à l'action, et c'est en passant à l'action qu'on obtient aussi des réponses. Ok, non mais très clair. Et pourquoi tu as choisi cette cible-là de clients? Donc quand je dis cette cible-là, on a dit, tu as plusieurs offres, donc plusieurs oui, clients, mais globalement, c'est femmes entrepreneuses. Et il y a aussi j'ai vu marqué, donc c'est sur ton compte Insta, le côté atypique. Pourquoi cette offre-là et cette cible de clients-là? Bah, c'est marrant parce que pourquoi est-ce que j'ai choisi cette cible? J'ai l'impression que cette cible m'a choisi. Okay. Historiquement, je te disais, j'accompagnais des personnes. Donc j'avais aucune cible en tête. J'étais en mode, ah bah, elle a un besoin, j'ai un besoin, ma première cliente, on travaille ensemble. Et puis petit à petit, j'ai attiré des personnes, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis j'ai vu des récurrences dans les personnes, des points en commun. Moi, je suis beaucoup passée par c'est par la pratique que j'ai tiré mes conclusions. C'est comme ça que moi, j'ai fonctionné à ce moment-là. C'est pas toujours le cas pour moi, c'est pas toujours le cas pour tout le monde. Et j'ai vu des points en commun. Et donc, de ces points en commun, j'en ai tiré finalement un persona, une cible, peu importe comment on appelle ça en stratégie. Ouais. Et je me suis rendu compte que les sujets que j'abordais, c'était des sujets qui sont particulièrement adressés aux femmes. Et ça, j'en avais pas conscience. J'avais pas conscience que les sujets que j'avais travaillés moi, ou que les sujets que j'avais accompagnés, c'était lié à notre genre. Okay. J'en avais pas conscience. C'est au fur et à mesure que je me suis rendu compte qu'il y avait certains freins, notamment le syndrome de l'imposteur, notamment par rapport au fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, notamment par rapport au fait d'oser s'exprimer, qui sont des sujets, pas forcément que c'est inné chez les femmes de ne pas avoir confiance, de ne pas oser s'exprimer, etc., mais qui sont aussi des biais culturels, éducationnels, où on vit dans une société patriarcale, où on a une culture à faire évoluer qui change beaucoup déjà, et c'est super, et on encourage et on continue. Mais en fait, il y a des vraies dynamiques systémiques là-dedans, et aussi de l'autocensure, de l'autosabotage, etc. Et donc j'ai envie de contribuer à la fois à un empowerment individuel des femmes, et petit à petit aussi à faire changer la société en ce sens, parce que si seulement les femmes changent, mais pas le système en soi, ça limitera quand même. Et on aura beau s'épuiser à essayer de changer, il y a des choses qui ne sont pas que en notre pouvoir. Donc oui, c'est un peu la cible qui m'a choisie. Et puis après, j'ai choisi cette cible, mais j'ai mis du temps, parce que moi, pour le coup, j'ai beaucoup de mal
à renoncer, entre guillemets, à prioriser. Et donc, j'ai mis du temps à me spécialiser sur les femmes. Et j'ai à nouveau mis du temps à me spécialiser sur les femmes entrepreneuses. Euh, et là, je suis en train de me spécialiser sur les femmes entrepreneuses de l'accompagnement. Et à chaque fois, en fait, ça me demande un effort parce que dans l'absolu, j'ai rien contre les hommes, j'ai rien contre les salariés. Voilà, à la base, j'ai accompagné aussi des hommes. Je continue à accompagner des hommes dans l'entrepreneuriat. C'est pas parce que tu proposes quelque chose, dans tous les cas, que tu es contre, pas du contre tout. autre chose. Mais moi qui ai une valeur vraiment d'inclusion, d'ouverture, qui a envie d'aider tout le monde, etc., bah, c'est pas évident. Et puis en plus, derrière, je me prends effectivement parfois des critiques en mode pourquoi peut-être que les femmes, pourquoi peut-être que les entrepreneuses. Ce sont des questions intéressantes et que je me pose moi-même. Mais en tout cas, il y a eu cette difficulté à choisir qui est pourtant essentielle pour avancer. André Gide disait choisir, c'est renoncer. Mais en fait, choisir, c'est prioriser. Choisir, c'est avancer. Et j'ai parfois besoin de me le rappeler parce que c'est des moments où justement, tu vois, alors hier j'ai retravaillé sur ma vision, sur ma cible. Et le fait de mettre sur mon site des précisions et sur mon Insta, simplement ça, pour moi, personne ne l'a vu entre-temps, allez-y, allez voir. Mais sur mon site et sur mon Insta, vraiment de mettre entrepreneuse de l'accompagnement, peut-être quand le podcast va sortir, j'aurai changé la vie. Mais en fait, le fait de le faire, et je pense pas. Parce qu'en vrai, encore une fois, ça vient de l'expérience. J'ai accompagné la plupart des femmes que j'ai accompagnées. C'est des femmes qui sont dans l'accompagnement, qui sont coach, formatrices, facilitatrices, directrices artistiques, thérapeutes, sexothérapeutes, ENCO, ou profs, ou enseignantes, etc. Donc dans l'accompagnement ou le bien-être. Et donc en fait, l'expérience m'a montré déjà le chemin. Et ensuite, c'est fais le saut et l'univers va te soutenir. Mais moi, j'ai parfois peur de faire le saut. Mais souvent, quand j'ai fait ces choix-là, de resserrer ma cible, ça m'a facilité les choses. Ça a préservé mon énergie, ça m'a permis d'avoir une communication plus claire, plus impactante. Et je sais pas pourquoi, hier j'ai travaillé dessus, psychologiquement ça doit jouer aussi, mais là aujourd'hui j'ai eu 2 entrepreneuses qui m'ont contacté, j'étais en mode lol. Je sais pas si c'est lié, mais dans mon énergie, je suis beaucoup plus prête à recevoir. Parce que je sais beaucoup plus qui je veux accompagner, pourquoi, quelle est la promesse, à qui je m'adresse. Et ça, rien que pour moi, même pas les autres, mais moi, d'être très au clair sur ce que je veux, de plus en plus au clair sur ce que je veux, et de ne pas hésiter à le communiquer même en cours de réflexion, c'est très important. Parce qu'avec une dynamique un peu perfectionniste comme la mienne, je peux avoir tendance à mettre sur pause. Et là, j'étais plutôt en mode, je vais attendre d'avoir avancé avec mon coach pour pouvoir être au clair, pour pouvoir communiquer, pour pouvoir accompagner. En fait, non. Partage aussi tes doutes, partage aussi tes craintes, partage aussi tes questions, parce que c'est ça aussi qui est riche. Et là, ma dernière newsletter que j'ai envoyée, je me suis montrée hyper honnête et authentique sur le fait que j'étais en crise existentielle en ce moment, que j'étais dans un pivot stratégique, que je me pose plein de questions, que je remets beaucoup de choses en question. Et c'est une des newsletters qui a le plus marché, le plus gros taux d'ouverture, de clics. J'ai eu 1000 visites sur mon site unique. Et je me dis, en fait, il n'y a pas besoin que tout soit clair, il y a juste besoin d'être moi-même. Et c'est parce que je communique avec authenticité et que je vais attirer des personnes avec qui ça résonne, même si tout n'est pas clair, en fait. Parfois, il n'y a pas besoin que tout soit clair. C'est très important d'avoir une promesse claire, mais surtout, c'est important d'être clairement soi-même. Ouais, non, mais tu as raison. Et je pense déjà par rapport à ta newsletter, il y a un côté où les personnes qui te contactent doivent, comme tu dis, ça doit résonner, donc elles doivent en fait pouvoir se représenter aussi qui tu es, il faut que ça leur parle. Donc si c'est quelque chose ou si tu es quelqu'un qui véhicule des valeurs qui sont forcément à l'opposé de ce qu'elles sont, il y a peu de chances que tu touches cette cible. Et je reviens aussi, donc, en fait, si je prends de la hauteur par rapport à ce que tu as dit, tu développes une offre. En fait, tu te dis que je veux être entrepreneuse. Tu développes une offre, plus ou moins nichée, mais bon, c'est venu un peu comme ça. Et c'est vraiment au fur et à mesure des coachings de ton offre, tu récupères, tu vois quel type de client tu attires, tu prends leur retour. Et c'est comme ça que petit à petit, tu affines ta niche. Et en fait, même tu es encore aujourd'hui en train d'affiner ta niche de clients et ton offre. Complètement. Aussi parce que j'ai lancé une nouvelle offre, donc c'est un peu différent. De toute manière, on peut toujours préciser ses offres, préciser sa cible, ça c'est tout le temps. De toute manière, c'est... À quel moment on arrête de le faire ? Parce que c'est aussi du temps. Quand on est entrepreneur, on a forcément énormément de décisions à prendre. Se dire ce qu'on fait et ce qu'on fait pas, parce que le temps, c'est la ressource qui part le plus vite, qui n'est pas illimitée. Donc comment justement on arrête d'être perfectionniste et on se dit non mais en fait là il faut que juste je délivre
ce qui doit être délivré, je me focalise sur le résultat du client et pas forcément sur la manière la plus jolie de le faire. Mm. Bah, lâcher le perfectionnisme, comme tu dis, mais en même temps savoir où mettre le niveau d'exigence. Parce que oui, t'as dit quand est-ce qu'il faut arrêter. Moi, mon avis aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas arrêter. En revanche, mettre en place des process. Mettre en place des process qui te permettent au quotidien enrichir ta connaissance de ton client idéal. Pour que ce soit beaucoup moins chronophage, que ça te prenne moins de temps, moins d'énergie. Parce que pour moi, c'est en continu, en fait. Bien sûr qu'il y a des moments où tu connais bien ta cible, mais je pense que tu peux toujours l'améliorer. Puis surtout, ça donne des idées de contenu pour pouvoir communiquer, pour pouvoir vendre. Il y a beaucoup de personnes qui promettent des revenus passifs sans rien faire, etc. J'ai jamais vu ça, et les professionnels et les experts que je connais et que je valorise sur le domaine sont les premiers à dire que ça n'existe pas, les revenus complètement passifs. Il y a besoin de mettre en place des choses, d'animer, etc. Pour que ce soit possible, ça nécessite de pouvoir communiquer, donc d'avoir des sujets d'intérêt de communication, donc de pouvoir parler à ta cible, et donc de savoir quels sont ses sujets de préoccupation, quelles sont ses douleurs, quelles sont ses aspirations. Donc, bien sûr qu'il y a des moments charnières, comme en ce moment-là où je suis dans un questionnement, dans un pivot stratégique, où j'ai besoin de revenir là-dessus, et notamment quand on lance une nouvelle offre, bien sûr, de connaître sa cible, etc. Donc, bien sûr qu'au début, on va avoir beaucoup plus de... On a besoin, d'ailleurs, de mettre beaucoup plus de temps. Là, je me culpabilisais de ne pas assez communiquer, mais en fait, heureusement que j'accorde pas plus de temps à la com, parce que là, ce qui est prioritaire, c'est de clarifier à qui je communique, pourquoi et dans quel sens. Donc si je m'épuise, si je perds du temps à communiquer dans le vide, ça sert à rien. D'abord, prends ton temps pour savoir qu'est-ce que tu vends à qui, pourquoi, qu'est-ce que tu lui promets, c'est quoi l'intérêt, et ensuite tu lui diras. Et puis au fur et à mesure, dans la pratique, tu vas pouvoir comprendre qu'est-ce qui les touche, qu'est-ce qui les touche pas, toi réajuster, etc. Donc tu vas sentir. Il y a des moments où on en aura moins besoin, il y a des moments où on en aura plus besoin. Une façon de savoir, c'est qu'il y a l'entonnoir Know, Like, Trust, Buy, donc connaître, apprécier, faire confiance et acheter. Et donc en fonction, ça rejoint la stratégie du tunnel de vente dans l'entrepreneuriat. Et en fonction de là où ça bloque dans notre tunnel de vente, c'est là qu'on va aller travailler. Si à un moment... ça bloque au niveau du know, du connaître la personne, on a besoin de travailler sur la visibilité, se faire connaître. Exemple, faire des reels sur Instagram parce que ça touche des comptes en dehors de ses abonnés. Je prends un exemple comme ça. Si ça bloque au niveau de trust buy, faire confiance et acheter, est-ce que là, tu as vraiment compris, au niveau du trust, faire confiance, est-ce que tu as vraiment compris les besoins de ta clientèle? Est-ce que vraiment tu sais bien... le communiquer, faire adhérer, etc. Donc en fonction de là où ça bloque dans notre tunnel de vente, en fonction de ça bloque dans l'entonnoir de vente, savoir où est-ce qu'il y a besoin de retravail. Et effectivement, associer le temps et l'énergie nécessaires en fonction de là où ça bloque, ou si ça bloque pas, de là où on a des ambitions plus importantes. Si on a envie de vendre plus, parfois on dit qu'on a besoin de booster sur l'acquisition. Si on a un taux de conversion de 10%, on sait que si avant on avait besoin de 100 prospects pour avoir 10 clients, si on en veut 2 fois plus, on a 2 fois plus à l'entrée pour 2 fois plus en sortie. Après, tout ça, c'est à nuancer, encore une fois, parce qu'il y a la théorie de l'entrepreneuriat, de la stratégie d'un côté, et il y a l'expérience, le développement personnel, la connaissance de soi de l'autre, et ça peut être très différent. Moi, je sais que j'ai peu de demandes de séances découvertes, par exemple, donc de prospects. Mais par contre, quasiment à chaque fois que les personnes veulent me voir, elles savent déjà qu'elles veulent être clientes. D'accord, okay. Et donc, j'ai un taux de conversion qui est très élevé par rapport à la moyenne, mais j'ai un taux d'acquisition qui est très bas par rapport à la moyenne. C'est aussi quelque chose que j'ai envie de travailler et d'augmenter. Donc, c'est pas on me dit qu'il y a 3% de conversion, donc c'est 3%. Non, parfois, il suffit ça fait partie des pièges aussi. On croit que pour trouver ses clients, il faut absolument passer par Internet, avoir un tunnel de vente, passer par les réseaux sociaux, etc. Et donc parfois, il y a le piège de s'épuiser à produire du contenu ou à ceci ou à cela, ce qui fonctionne, les recettes miracles, alors qu'en fait, tu te rends pas compte que tu as quelqu'un dans ton réseau qui correspond exactement à ta cible. Il suffirait de lui envoyer un texto ou d'aller se boire un café pour qu'en fait, la personne trouve enfin de l'aide et que toi, tu trouves un client qui est idéal pour toi. Donc vraiment sortir des stratégies, des usines à gaz, ce qui fonctionne pour les autres, et vraiment revenir à soi
avec qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui est facile, ce serait quoi l'action la plus pertinente pour pouvoir avoir atteint mon objectif, et de se rappeler, attends, c'est quoi mon objectif principal en ce moment, et qu'est-ce que j'ai fait vraiment pour aller dans cette direction, et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, c'est quoi l'action la plus pertinente aujourd'hui que je peux mettre en place pour pouvoir aller dans cette direction. Parce que parfois, avec le quotidien, avec les multiples casquettes d'entrepreneurs qu'on a, on peut vite se disperser. C'est vrai que cette question-là, moi, elle m'aide énormément. Si j'avais une action à poser aujourd'hui qui fait que je serais contente de ma journée, / qui fait que je serais performante pour atteindre mon objectif principal de la journée, qu'est-ce que ce serait ? Et là, d'un coup, la journée qui pouvait être blindée avant, il suffirait de mettre une action en place pour avoir la journée de libre. Ok. Et je déconne pas. Ah ouais. Et ça, c'est des choses qui m'ont été vachement utiles dans les ressources que j'ai eues la semaine de 4 heures dont je t'avais parlé de Tim Ferriss. Et puis la 25e heure aussi, qui est un bon... j'ai pas lu le livre, mais j'ai écouté un podcast là-dessus, qui est hyper intéressante sur les questions de priorisation, performance, productivité, stratégie au fond. Et justement, en faisant ça, parce que ça me permet de rebondir sur le côté ambition. Tu te dis, ok, quelle est l'action la plus importante que je dois faire aujourd'hui, mais aussi, est-ce que pour que je sois bien, mais est-ce que c'est pour que je sois bien aujourd'hui, ou c'est qu'elle s'inscrive dans ma vision à 1 an, à 3 ans, à 5 ans que j'ai construite. Là, tu soulignes exactement mon questionnement du moment, qui est l'arbitrage entre le court terme et le long terme. Ce qui me fait plaisir dans l'instant et ce qui me fait plaisir à long terme. Les motivations primaires et les motivations secondaires. Et trouver cet équilibre. Souvent, c'est intéressant de mélanger les deux dans la même journée. Par exemple, il y avait des moments où, quand je coécrivais mon livre sur la prise de parole en public, j'avais des gros moments de procrastination, c'était difficile, la page blanche, beaucoup de pression, de syndrome d'imposteur et tout. Et puis en plus, j'avais un autre sujet qui me prenait la tête, qui était mon organisme de formation, avec énormément de process administratifs, de machin. Bref, j'avais ces 2 gros projets qui étaient difficiles pour moi et qui étaient plutôt des sujets à long terme. Et en fait, le fait d'ajouter dans mes journées des choses agréables, simples, court terme, où je peux sentir mon impact immédiatement, VS le livre qui sera publié dans plusieurs mois, VS l'organisme de formation qui a une stratégie à long terme aussi, ça m'a permis de retrouver de la joie, de la légèreté, de l'équilibre, et de l'équilibre entre je me fais plaisir là, tout de suite, maintenant, et en même temps, je construis ma vision. Et donc, c'est trouver cet équilibre pour soi, en fonction des moments de sa vie, qui est juste... là, je sais que par exemple en ce moment, j'ai beaucoup besoin de reconnecter à la joie, et donc j'ai beaucoup besoin d'être attentive là au quotidien à qu'est-ce qui m'apporte de la joie, c'est quoi les moments où je suis dans le flow, là où j'avais tendance à me mettre la pression en mode non, travaille sur ta vision et sache ce que tu as envie de faire et ta cliente, en fait les réponses elles vont être aussi dans l'instant. Donc pour moi c'est un arbitrage vraiment, et ce qui aide c'est aussi la matrice d'Eisenhower, d'aller regarder qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est important, et de pouvoir organiser ses priorités en fonction. Mais ce qui est sûr, c'est que si on ne planifie pas ce qui est important mais pas urgent, on va se retrouver dans la merde et on va être en mode pompier à gérer tout le temps l'urgent et l'important immédiatement. Donc c'est hyper important et urgent en tant qu'entrepreneur de développer cette capacité à organiser ses priorités urgentes et importantes pour justement pouvoir pérenniser son projet dans la durée. C'est un peu pléonasmique, mais c'est pas grave, comme ça c'est clair. C'est à quel point c'est important, faut le répéter. Et ne pas se perdre. Parce que c'est bien d'avoir un projet qui dure, mais si ça dure sans s'éclater, la plupart des entrepreneurs passent par aussi le piège de devenir le propre bourreau de leur propre prison. Alors que la plupart des entrepreneurs et des entrepreneuses se sont lancés dans l'entrepreneuriat à la base pour être libres. En fait, on se retrouve à être beaucoup moins libre parfois qu'en étant salarié. Donc c'est hyper important d'être vigilant et vigilante par rapport à justement avoir un modèle économique qui nous permet de rester libre, de partir en vacances, d'avoir des loisirs. La liberté, c'est différent pour chacun, mais d'avoir des enfants, d'avoir des thunes, la liberté, c'est différent pour chacun. Ça peut même être de me sentir libre de travailler le soir, tu vois. Ça peut être plein de choses pour chacun, et savoir justement c'est quoi nos valeurs, c'est quoi ce qui nous pousse à entreprendre, et qu'est-ce qu'elles veulent dire pour nous. Par exemple, je dis qu'aujourd'hui, vraiment, une des grosses motivations pour moi à être entrepreneuse, c'est ma liberté. Et concrètement, qu'est-ce que j'appelle être libre ? Et c'est quoi pour moi les signes de liberté en tant qu'entrepreneuse ? Parce que parfois, si je te prends un exemple anecdotique, mais qui n'en est jamais un, c'est
ok, j'ai envie d'avoir de l'équilibre dans ma vie, donc du coup, surtout, je travaille pas les soirs, pas les week-ends. Mais sauf que parfois, en fait, le matin, moi, je suis pas du matin, j'ai envie de chiller, ou j'ai envie d'écrire, ou j'ai envie de dormir, ou de prendre soin de moi. C'est pas la peine de me forcer. Et du coup, parfois, je vais travailler le soir et je vais être beaucoup mieux, beaucoup plus créative. Dans les chronotypes, c'est le chronotype loup, un autre test de personnalité sur plutôt le rapport au sommeil. Bon, bah, c'est faire aussi en fonction de son propre fonctionnement, de ce qui fonctionne pour soi. Et ça, à la fois, il y a une sorte de frustration en entreprise de je pouvais pas vraiment faire comme moi je voulais, je pouvais pas être vraiment dans ma zone de confort, je pouvais pas vraiment arriver à l'heure que je voulais, je pourrais pas vraiment ceci, cela. Mais, et en même temps, c'est pas parce que je suis entrepreneuse que je peux tout faire aussi. Encore une fois, c'est des choix. Si je commence à travailler à 11h le matin et que je décide de travailler le soir, ou que je décide de pas avoir de vacances, ou que je décide de machin, c'est aussi des choix. Et, euh, et parfois, c'est quelque chose qui peut me frustrer, donc je passe le message. Quand il y a des personnes qui connaissent pas l'entrepreneuriat ou qui connaissent pas ma façon de vivre mon entrepreneuriat, qui disent de toute manière toi tu fais ce que tu veux, donc si tu veux tu prends des vacances, ou si tu veux là tu travailles pas demain si t'es fatigué, ou si tu... Oui, mais en fait ça a des conséquences. Tout choix a des conséquences. Donc oui, si je veux, je me réveille pas demain pour travailler. Oui, si je veux, je prends des vacances. Oui, mais derrière, c'est y a pas d'argent qui rentre, ou j'ai pas de cliente, ou j'ai pas ceci, ou j'ai pas cela, ou j'ai pas mon équipe qui est encadrée, ou j'ai pas etc., etc. Et ça, parfois, on l'oublie. Donc merci. Je suis contente de pouvoir sensibiliser à ne pas, à pouvoir soutenir les entrepreneurs dans leur quête de liberté, parce que ça peut aussi être un fardeau pour beaucoup d'entre nous, et surtout à certains moments de nos vies, où certes on est libre, mais justement il y a cette responsabilité de la liberté, où il y a aussi ce truc de si je suis pas heureuse, je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai l'impression que euh, généralement, c'est vraiment une impression parce que c'est les podcasts que j'écoute et que je consomme, les entrepreneurs ont souvent au final tendance à se diriger vers un cercle d'amis ou de proches qui sont aussi dans l'entrepreneuriat parce que peut-être emploi du temps oblige ou autre. Quelle est ta vision dessus sur le côté environnement? Parce que comme tu l'as dit, je pense qu'il y a toujours un moment où une personne avec qui tu as un train de vie différent, et je fais l'entrepreneuriat versus salarié, mais ça peut être, c'est applicable au couple, c'est applicable à des amis pour, par exemple, sur des hygiènes de vie entre sportifs et non sportifs, c'est applicable à plein de choses. Lorsqu'on est avec des personnes qui ne sont pas forcément dans le même état d'esprit que nous, qui n'ont pas les mêmes objectifs que nous, on peut les voir comme un frein ou ça peut être vraiment un frein. Donc toi, le côté entrepreneur et surtout ton environnement proche, est-ce que c'est des personnes qui sont dans le salariat ou l'entrepreneuriat, et est-ce que tu sens que ça peut te freiner peut-être justement d'être avec des personnes qui ne sont pas entrepreneuses ou entrepreneurs? Moi, j'aime la diversité. Et je crois vraiment à la force de l'identité et de l'altérité, donc du commun et de la différence. J'ai toujours concilié ça dans ma vie, que ce soit ma vie perso, ma vie amoureuse, ma vie pro. C'est toujours quelque chose qui me tient à cœur. Je pense que c'est très important pour moi, en tant qu'entrepreneuse, de m'entourer d'autres entrepreneuses et d'autres entrepreneurs. C'est très important pour me sentir comprise, c'est très important pour pouvoir me sentir soutenue, c'est très important pour pouvoir avoir de l'informel, pour avoir des collègues, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'informel. Voilà, donc pour être comprise et pour être soutenue. Et c'est aussi pour ça que j'ai développé un club d'entrepreneuses, parce que je vois vraiment l'intérêt d'être soutenue entre entrepreneurs. Et encore plus en tant que femme entrepreneuse, et encore plus dans l'accompagnement, et encore plus... d'où la cible qui se précise. Petit à petit, ouais. Et en même temps, je crois vraiment à la diversité. C'est aussi pour ça que mon programme Entrepreneuse de vocation, il n'était pas destiné que aux entrepreneuses. C'est parce que pour moi, être entrepreneuse, c'est un état d'esprit et c'est une posture plus qu'un statut. Il y a des personnes qui ont un statut d'entrepreneur, mais qui n'ont pas de posture entrepreneuriale. Donc pour moi, c'est plus une personnalité, un comportement qu'un statut. Je pense que j'étais entrepreneuse avant d'avoir un statut entrepreneurial. Donc c'est plus des personnalités. Et puis moi, ça m'est déjà arrivé de trouver des solutions à mes problèmes d'entrepreneuse grâce à des amis salariés. Et encore une fois, je trouve ça hyper important de ne pas rester enfermé dans l'entrepreneuriat comme la seule voie possible de travail ou d'épanouissement ou de liberté.
Et donc, c'est hyper important pour moi de ne pas rester dans ce que moi j'ai connu de l'entrepreneuriat avec les très bons côtés que j'ai connus et les moins bons côtés que j'ai connus, mais de vraiment avoir conscience de ça et de pouvoir me questionner quand j'en ai besoin sur est-ce que là, je serais plus heureuse en étant salariée à tel endroit ou à tel truc ou pas. Et donc, pour moi, c'est pas une question de statut, mais c'est plutôt une question de besoin. Pour en revenir à ma passion pour la communication non violente, c'est en tant qu'entrepreneuse, quels sont mes besoins et je vais parfois être très bien comprise par quelqu'un qui est salarié, mais souvent parce que son mec est entrepreneur ou parce qu'elle a été entrepreneuse ou parce que c'est quelqu'un d'empathique, etc. Mais c'est plutôt les besoins qui sont importants. J'ai besoin d'être comprise, j'ai besoin d'être soutenue, j'ai besoin de fun, j'ai besoin de préserver mon temps et mon énergie, plein de choses comme ça. Et c'est plutôt mes besoins qui vont guider mes choix de relations et d'environnement. Et en même temps, je pense que ça peut être très compliqué. Un des mots principaux de l'entrepreneuriat, c'est la solitude. Non, c'est sûr. Donc je pense que c'est hyper important de bien s'entourer, que ce soit d'un point de vue purement développement personnel ou la plus longue étude sur le bonheur a prouvé que ce qui nous rendait le plus heureux, c'était notre entourage, ou que ce soit pour des questions vraiment business et de productivité, à un moment... oui, la qualité de notre vie, c'est aussi le reflet de la qualité de nos relations. Et donc, on passe quand même pas mal de temps au travail. Et moi, beaucoup des avancées que j'ai eues professionnelles, c'était pas toujours derrière mon ordi à produire, même s'il y a besoin de temps de production, de temps de gestion, de temps de management. Mais en fait, il y a plein de moments où nous deux, on a été au resto, où ça m'a grave aidé, ou des cafés avec des pairs, ou des sessions de travail avec des pairs, ou des co-développements, tous ces formats que j'intègre dans le club, justement, parce que c'est des formats qui sont super puissants pour bien se connaître, pour comprendre ce qui fonctionne ailleurs, pour pouvoir s'entraider, etc. Donc, je pense qu'il y a du bon partout. Je pense que c'est, en tout cas à titre personnel, et les entrepreneuses que je vais accompagner, ça peut être un gros piège que de s'isoler, que de s'enfermer, dans lequel je suis tombée aussi, que de réinventer la roue seule. Je pense que c'est hyper important de bien s'entourer de pairs, donc d'autres entrepreneurs, mais aussi de coachs, de formateurs, de bien s'entourer. Je pense qu'une des clés pour tenir dans l'entrepreneuriat, c'est l'environnement, c'est l'entourage, et c'est d'être accompagné. Okay. Je pense que si je ne m'étais pas fait accompagner, j'aurais arrêté 10 fois depuis les 6 dernières années. Ok. Le temps passe vite, il nous reste moins de 10 minutes. Ah. Il y a 2 questions que j'aimerais aborder, en fonction du temps bien sûr. La première, c'est quelles sont les choses que tu ne t'autorises pas à faire en tant que coach? On a eu un peu l'occasion d'en discuter. On avait parlé de coaching sauvage, si je ne me trompe pas. Donc sur les termes, le fait peut-être d'aller chercher du coaching auprès de personnes qui ne l'auraient pas demandé, peut-être des choses qui sont en rapport avec le prix, l'argent, il y a toujours un côté tabou, en tout cas selon les personnes. Peut-être aussi comme afficher ses prix, dire ce qu'on gagne, etc. Ou en marketing. Bref, voilà, quelles sont les choses que tu ne t'autorises pas à faire en tant que coach, qui tu considères comme de l'éthique, ou peut-être ce sont juste des blocages que tu aimerais, mais que au fond de toi, tu n'y arrives pas? C'est hyper intéressant. Éthique et ou blocage. C'est vrai que j'ai une grande éthique en tant que coach qui fait que je prends beaucoup de précautions, parfois trop, potentiellement. Je sais que par exemple, dans ma certification de coaching, ils nous ont plutôt recommandé de ne pas accompagner nos proches. Et moi, j'ai commencé en accompagnant des amis. J'ai jamais voulu accompagner la famille, ni des amis trop intimes. Mais par contre, j'ai vraiment senti l'appel d'accompagner des connaissances, des amis. Et j'ai pris énormément de précautions. Je les prévenais toujours avant que mon école disait ça, voilà les inconvénients, voilà. Et moi, je faisais des tests et moi, ça m'allait et je leur laissais prendre le choix. Et ça s'est toujours extrêmement bien passé. Et puis, en fait, même avec des personnes que je connaissais pas et que j'ai accompagnées, on est devenus ensuite proches, collègues, partenaires, etc. Et que je me suis rendu compte que finalement, c'était une force. Et c'est aussi pour ça que j'ai créé le club, pour adapter justement ma posture, mes offres à mes forces, justement, et sortir de... Je ne suis pas que coach. Je ne suis pas que une personne extérieure qui va te poser des questions, qui va te reformuler, c'est énorme comme casquette. J'adore le coaching, je trouve ça hyper puissant, mais je ne suis pas que ça. Et donc, c'est à la fois en
étant précautionneuse sur l'extérieur, les recommandations et l'expertise des autres, à un moment où moi je construisais mon expertise, et en même temps en questionnant, remettant en question avec moi l'assurance que je gagnais avec les années, que j'arrive à faire ma propre formule magique à moi et à créer un club où il y a à la fois du coaching, du cadre, etc., mais aussi du mentoring, mais aussi de la formation, mais aussi de la facilitation, et en fait je peux concilier justement toutes mes forces. D'autres choses que je peux m'empêcher, ouais, j'ai un autre blocage au niveau de... je me sens toujours tiraillée entre l'envie d'avoir des tarifs qui reflètent la valeur en fait de l'accompagnement. Donc, je sais pas si c'est élevé, je sais pas si c'est honorable ou voilà, des tarifs, on va dire élevés, pour refléter la valeur que j'investis, que je partage, la valeur de ce que je propose, et en même temps d'avoir des offres qui sont accessibles à celles qui en ont besoin, et donc je me sens souvent tiraillée avec ça. J'ai développé plusieurs stratégies, que ce soit en coachant sur des programmes d'égalité des chances, que ce soit en développant un organisme de formation avec des financements de l'État, CPF, Datadoc & Co, que ce soit créer différentes offres justement, que ce soit... Enfin bref, je réfléchis à plein de choses, mais c'est encore des questionnements en ce moment, ce tiraillement-là, comment apporter beaucoup de valeur, bien gagner ma vie pour pouvoir contribuer à avoir une équipe, développer encore plus, tout en restant inclusive et accessible. C'est pas des... Voilà, c'est des questions encore en cours, donc à suivre dans un prochain podcast. Est-ce que c'est complètement? Est-ce que le fait de d'avoir, je connais pas les gammes de prix dans le coaching, etc., mais dans ta gamme de prix, est-ce que c'est un facteur limitant pour certaines personnes? C'est-à-dire qu'ils considéraient que ton coaching est trop faible et du coup lui donne une plus faible valeur que ce qu'il ne vaut vraiment. Redis-moi. Tarif trop élevé ou trop bas? Trop bas. Ok. Est-ce que certaines personnes considèrent que ton tarif est trop bas et donc du coup ils ne sont peut-être pas intéressés et veulent vraiment quelque chose, on va dire, de luxueux, si je peux me permettre le terme, sur le coaching? Non, c'est intéressant. Bah, tu vois, moi j'aurais plutôt tendance à me dire l'inverse, donc c'est rigolo. Et en même temps, je paye un coach qui a 2 fois mes tarifs. Et en même temps, c'est là où c'est... Il y a des personnes qui pourraient... Enfin, dernièrement, j'ai eu une conversation super riche avec un père, justement, qui me disait, mais en fait, ta cible n'a pas les moyens de tes offres, en fait. Et c'est pour ça, il y a un truc paradoxal, c'est que moi, j'ai beaucoup de personnes intéressées par mes offres gratuites. Il y a énormément, je participe à des sommets en ligne pour entrepreneuses où c'est les conférences qui sont les plus vues, c'est les miennes, etc. Mais à l'autre bout du tunnel, mes clientes sont hyper satisfaites en sortant de mes accompagnements, etc. Mais entre deux, la conversion, elle est assez faible. Et donc, du coup, il y a un entrepreneur extérieur qui me dit, mais en fait, elles n'ont pas les thunes. Elles ont envie, mais elles n'ont pas les thunes. Du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On change de cible? Est-ce que c'est parce que là, c'est entre guillemets, je comprends, t'as un peu le choix du cœur, de vouloir accompagner certaines personnes, mais qui n'ont pas les moyens de se payer ton coaching, et de l'autre côté, de se dire, mais en fait, il y a d'autres personnes aussi qui ont besoin de mon coaching et qui peuvent se le payer. Complètement. Complètement. Bah, c'est des questions que j'explore en ce moment. La première chose, c'est que je pense que c'est pas toujours une... Enfin, j'essaye aussi de changer mes croyances en ce moment, mais en tout cas, c'est sûr que de toute manière, c'est pas une question de prix, mais une question de valeur perçue. D'où l'importance d'avoir une promesse claire et de savoir vraiment à qui je m'adresse. Et plus je suis au clair sur qui je m'adresse et qu'est-ce que j'offre, plus la valeur perçue va être grande et plus on va avoir aussi envie d'investir. Par contre, il y a des personnes qui n'auront pas les thunes. Et là, c'est une question de modèle économique et aussi de potentiellement, justement, sur différents types d'offres, notamment par exemple sur le club, où je me dis, bah voilà, il y a peut-être une offre premium avec beaucoup de valeur, il y a peut-être une gamme d'entrée avec plus ou moins d'individuels, plus ou moins de collectifs. Voilà, je réfléchis à tout ça en ce moment sur mon modèle éco et notamment sur le fait que j'interviens aussi en entreprise, sur l'accompagnement au leadership, à la prise de parole. Voilà, donc c'est un modèle qui est en train de, enfin qui est tout le temps en fait en train d'évoluer et j'explore et je pense qu'il y a toujours des clients qui ont de quoi financer ces offres. Après, c'est plus soit quels sont mes objectifs financiers, quels sont mes objectifs de cœur aussi, comme tu dis, et comment est-ce que je peux concilier ça au mieux avec un modèle économique qui le permet. Il y a des stratégies différentes, il y a des avis différents, donc
je teste et je learn. Ok, très bien. Peut-être avant-dernière question, je vais essayer de gratter 3-4 minutes. Tu es entouré d'une équipe, et je vais y aller rapidement parce que c'est un sujet qu'on a déjà abordé en off. Qu'est-ce que tu penses de s'entourer d'une équipe en France versus une équipe à l'international? Donc ce que j'appelle le côté offshore, et prendre des personnes qui travailleraient pour moins cher en fait tout simplement qu'en France. Quelle a été ta réflexion sur le sujet? Parce que toi tu travailles du coup avec des freelances qui sont en France. De manière assez succincte, c'est très important pour moi d'essayer de... Enfin, c'est très important pour moi de payer les personnes, et en particulier les femmes, à leur juste valeur. Et de contribuer au monde dans lequel j'ai envie de vivre, et donc pas un système d'exploitation et de domination. Et donc c'est hyper important pour moi d'essayer dans mes choix d'être au plus juste par rapport à ça. C'est pour ça que j'ai fait le choix de m'entourer de femmes principalement, mais je collabore aussi avec des hommes, mais en tout cas d'essayer de prendre soin de la façon dont on travaille ensemble, de la rémunération que je peux me permettre d'investir aussi et qui leur conviennent. Et voilà, c'est vrai que quand j'ai fait mes premiers recrutements, et c'est ce que je conseille aussi, et c'est ce que me conseillait ma consultante, qui est plus experte d'ailleurs dans ces questions éthiques que moi, et donc moi, je ne suis pas experte des questions éthiques et écologiques et des droits humains, mais en tout cas, elle m'avait recommandé aussi de ne pas prendre au-dessous de 25 euros par heure pour les assistants, par exemple. Okay. Et c'est quelque chose que j'ai maintenu. Et même quand j'ai commencé comme ça, je trouvais ça, c'était ce dont j'étais capable financièrement à ce moment-là, mais compte tenu de la qualité de travail et de l'engagement de mon assistante à l'époque, je trouvais ça pas assez. Après, ça nous convenait comme ça, mais je trouve que tout travail mérite salaire, et que c'est aussi... mon impact, il n'est pas seulement dans les clientes que j'accompagne, il est aussi dans mon impact en tant que manager, en tant que leader, et l'exemple que j'ai envie d'incarner et de partager, et ça se passe dans toutes les interactions que j'ai avec tout le monde au quotidien, dont mon équipe. Très bien. Merci beaucoup, on finira sur ça. Il y a plein de sujets qu'on aurait pu aborder, mais ça pourra faire du coup l'objet d'un deuxième podcast. Ouais, avec plaisir. Merci en tout cas, Rebecca. J'espère que vous avez apprécié ce podcast, et n'hésitez pas donc à le dire en commentaire, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci, Rebecca. Merci à toi, à bientôt.